Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour parler encore d'enseignement. Donc si jamais ça vous intéresse pas du tout, désolée. Je me suis rendu compte que c'était aussi une occasion pour moi d'avoir des discussions avec des tas de gens que je rencontrerai jamais dans la vie, hors ligne, et que c'était hyper intéressant de pouvoir être confronté à différentes expériences, différentes opinions, et c'est un peu dans cette optique-là que je viens avec cette vidéo. Certes, c'est pour réagir et partager mon opinion, c'est aussi parce que je suis très curieuse d'avoir vos avis. Alors en tant que prof, et en tant qu'élève ou ancien élève aussi, ça va être un petit peu plus quand même centré sur la question de la littérature, donc peut-être plus pour les profs de lettres, mais je pense que dans d'autres matières, on peut quand même un peu faire des liens. Pour vous la faire courte, vous contextualiser, je regardais un vlog de Vlogmas, parce que j'adore les vlogs, vraiment ma passion depuis... Vous savez, je regarde des vlogs depuis le début des vlogs, je pense, donc vraiment... c'est un truc que j'adore. À l'époque où j'ai l'impression qu'il n'y en avait quasiment que aux États-Unis, des gens qui filmaient leur vie, mais alors vraiment il n'y avait aucun... Il y avait quasiment aucun effet pour embellir la réalité, c'est juste qu'on choisissait ce qu'on montrait ou ce qu'on montrait pas, bien évidemment. Ce serait hyper intéressant de faire un sujet sur les vlogs. D'ailleurs, il y avait une youtubeuse qui avait à l'époque sorti, il y a quelques temps, je crois, sorti une vidéo sur les vlogs. Le titre était hyper prometteur, j'ai vraiment cru que ça allait être une analyse socio hyper poussée des vlogs, et bon, en fait pas du tout. Je pense que c'était peut-être pas l'objectif de la vidéo, c'est peut-être moi qui avais mal compris, donc j'étais restée sur ma faim. Bref, tout ça pour vous dire que je regardais un vlog, pas que j'ai pas envie de créditer, c'est juste que comme je réagis en désaccord, j'ai pas forcément envie voilà, de faire... Enfin, je sais que vous êtes tous et toutes presque très bienveillantes et surtout sur ce sujet, et surtout que la personne qui parlait, en fait, elle est très jeune, elle a fait juste 1 an dans l'enseignement, donc voilà. Mais en gros, il y avait plusieurs points. Elle revenait sur pourquoi elle n'avait pas aimé l'expérience de l'enseignement dans le secondaire. Les 3 points principaux, un petit peu, si vous voulez, c'était... Alors, il y en avait 4, on va dire. Les 4 points principaux, c'était un manque de liberté pédagogique, le fait qu'on ne pouvait pas faire de la littérature. Grosso modo, c'est ce qui était dit, c'est que les élèves n'avaient lu qu'un seul livre dans leur vie, ne savaient pas former de phrases, et que donc forcément, quand on vient de passer la Greg ou le CAPES, en fait, on est un peu démunis. Et que donc le propos sous-jacent c'est on ne peut pas faire de littérature au collège et au lycée. Grosso modo c'est quand même ça. Troisièmement, il me semble que c'était que le système scolaire fonctionnait mal, qu'il n'était pas adapté. Et quatrièmement, que la notation était un énorme problème. Alors je ne vais pas revenir sur le système scolaire parce qu'effectivement, moi je trouve qu'il est... qu'il a de nombreux défauts. Alors il n'est pas entièrement à jeter non plus, mais il y a de nombreux défauts, j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, sur ma chaîne, aussi bien de la question de l'effectif des classes, du redoublement, des heures de cours, de l'organisation même des cours dans la journée, enfin bon bref, de plein de trucs, donc je vais pas revenir là-dessus, je suis effectivement d'accord, je pense que tout le monde est d'accord, je pense qu'il y a personne qui pense le contraire. Je vais pas revenir sur la question des notes parce que c'est vraiment pas dont j'ai envie de parler dans cette vidéo là, mais c'est un gros sujet les notes effectivement de toute façon. Moi j'ai plutôt envie de parler de la question de la liberté pédagogique, et derrière cette question de la liberté pédagogique j'ai vraiment envie de répondre, enfin de donner mon avis sur cette question de est-ce qu'on peut faire de la littérature au collège et au lycée. J'ai l'impression qu'on l'entend souvent finalement, cet argument de il n'y a pas de liberté pédagogique, on lit que des livres ennuyeux, les cours de français sont pas compris, les élèves n'aiment pas ça, les élèves savent pas lire, les élèves savent pas écrire, on peut pas faire de littérature, il faudrait faire que des textes jeunesse avec eux, etc. etc. Moi je suis vraiment pas d'accord avec ça et je trouve que c'est même très gênant en fait de tenir ce genre de discours. Alors attention, je ne nie pas, pareil j'en ai parlé maintes et maintes fois, je ne nie pas que globalement quand même les différentes études le montrent et la pratique même de l'enseignement, même s'il ne faut pas faire de son expérience personnelle une vérité à l'échelle nationale, hein, mais je pense que là avec les études, les tests nationaux, les différents témoignages de profs et la confrontation aussi avec la pratique perso, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même un problème de niveau un petit peu général, pas que en français, hein, mais dans d'autres disciplines aussi, mais de manière dans beaucoup d'autres disciplines, c'est partiellement en raison du problème, enfin du niveau en français défaillant, qu'il y a aussi d'autres
difficultés qui se créent dans des matières telles que l'histoire géo ou même les SVT, etc. Je pense. Pas que ça, mais c'est partiellement ça. Désolée si vous entendez les pigeons sur ma fenêtre. Et je suis... oui, il est vrai qu'on arrive parfois dans des classes de 4e, 3e avec des élèves qui ne maîtrisent absolument pas la langue écrite, ni parfois même orale. Il est vrai qu'on se retrouve parfois face à des élèves qui ont un stock lexical, enfin un vocabulaire qui est extrêmement restreint. C'est vrai qu'on arrive parfois face à des élèves qui sont très réfractaires face aux livres et à la littérature en général. Tout cela est vrai. Bien évidemment, déjà, c'est difficile d'avoir un discours uniforme et un seul discours donc sur la question de l'enseignement des lettres et de la langue et globalement de l'éducation, tant il y a de situations différentes d'enseignement. Il y a des établissements très différents, d'une classe à l'autre c'est très différent, d'un élève à l'autre c'est très différent, d'une spécialité à l'autre c'est très différent, etc., etc. Donc c'est toujours un peu difficile de parler de ça et on a forcément recours à des généralisations, donc je ne lui en tiens pas rigueur à ce niveau-là, comme j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, bien évidemment, et on peut pas non plus prendre une exception pour en tirer une règle. Par contre, on peut aussi se demander, par exemple, dans cette exception, qu'est-ce que je peux réutiliser, qu'est-ce que je peux réimplanter ailleurs, et en quoi cette exception peut être un peu utile sans pour autant qu'on s'imagine qu'on peut tous y arriver. Donc, voilà. Je ne nie pas toutes ces problématiques-là. Maintenant, je trouve ça vraiment dommage et effectivement gênant d'arriver et de poser ce discours-là comme ça. Personnellement, j'ai quand même enseigné dans des établissements qui sont loin d'être des enseignements, des établissements avec un très haut niveau, des établissements qui n'ont aucune forme de spécialité sciences humaines, donc ça vous donne quand même une idée aussi du profil des élèves et potentiellement de leurs intérêts et de ce à quoi ils donnent leur temps, pas la littérature en général. J'ai été effectivement face à des élèves qui ne lisaient pas, mais j'ai aussi été face à des élèves qui lisaient peu, ou des élèves qui ne lisaient que pour l'école, mais qui appréciaient quand même les livres qu'ils lisaient pour l'école, ou alors des élèves qui lisaient des mangas, ou alors des élèves qui lisaient... peut-être que de la littérature de l'imaginaire ou autre. J'ai aussi été, je pense que je ne suis pas une exception, face à des élèves qui avaient une vraie sensibilité à la littérature. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aimer chaque livre qu'on leur présente, et ça ne veut pas dire que chaque livre, chaque séance fonctionnera bien parce que ça a fonctionné bien dans une classe ou avec un autre élève, et il y a vraiment plusieurs choses à garder en tête. Premièrement, les élèves n'expriment pas toujours en fait ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que déjà, c'est parfois un peu difficile de savoir vraiment qui lit, étant donné que les élèves ne vont pas crier sur tous les toits qu'ils lisent des livres. Malheureusement, c'est pas forcément valorisé, donc c'est pas l'élève ne va pas s'exclamer en pleine classe: ah non, moi je lis plein de livres, je vais à la médiathèque tous les mercredis. Non. Par contre, c'est vrai que quand on les prend en individuel, quand on crée un lien de confiance, quand on dépasse ses propres a priori, quand on leur laisse la possibilité de s'exprimer sur leur propre lecture, très souvent on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal qui lisent dans la classe. Et de toute manière, même si moi, la littérature, c'est une partie essentielle de ma vie, voire peut-être la partie la plus essentielle d'une certaine façon de ma vie, je comprends tout à fait et j'accepte le fait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, sinon ça se saurait. Bien sûr, il y a une part de moi qui se dit non, mais tout le monde pourrait gagner, la vie de tout le monde s'améliorer s'il lisait au moins un tout petit peu. Ok, c'est vrai que j'ai une partie de moi qui pense ça, peut-être d'ailleurs que je me trompe, mais on n'est pas censé arriver en espérant que la majorité des élèves aient les mêmes centres d'intérêt que nous, à savoir par exemple la littérature, ou de la même façon que nous. Et quand on commence déjà à se fermer comme ça, forcément ça crée pas un lien de connexion et un lien vraiment de une relation où il peut y avoir cet échange-là honnête sur la littérature. Moi je suis vraiment arrivée dans des classes où les élèves me le disent clairement: Madame, j'aime pas trop lire. Madame, j'aime pas vraiment lire. Madame, le livre il est long alors que le livre fait 100 pages ou 120 pages. Ce sont aussi des postures d'élèves, on râle un peu, on essaie de négocier. Et finalement, le résultat, il était loin d'être négatif. Ce sont des élèves, pour la plupart, qui ont fait l'effort de lire le livre, qui ont été surpris, agréablement surpris par certaines parties du livre, qui, dans des devoirs écrits où ils devaient donner leur avis, argumenter, ont réussi à produire des choses, qui arrivaient aussi parfois à faire des liens avec des séries, avec d'autres livres, avec des mangas. C'est des élèves qui arrivaient aussi à dire, même si moi j'étais pas forcément d'accord,
assez clairement pourquoi ils n'aimaient pas, par exemple, tel ou tel livre. J'ai eu de très belles rencontres et vraiment de beaux moments d'analyse et de compréhension de texte avec des quatrièmes, avec des troisièmes, avec des secondes, sur, par exemple, des textes d'Antigone, sur des poèmes, beaucoup sur les poèmes aussi, et même en UPE2A, j'ai eu des vrais moments sur des poèmes qui parlent de mélancolie, de vague à l'âme, de tristesse sans trop savoir pourquoi, et j'ai vu que ça parlait à mes élèves, vous voyez, par exemple. J'ai vu que les élèves étaient hyper contents et intéressés par juste un truc tout bête, hein, parce que c'est ce qui me revient en tête, par la question des rimes. On avait fait, en UPE2A, ça je parle en UPE2A, donc avec des élèves qui n'ont quasiment pas été scolarisés avant et dont le français n'est pas la langue maternelle et qui n'ont quasiment jamais lu pour le coup réellement, et on avait travaillé sur les rimes et sur le type de vers, et ils étaient super contents. Vraiment. Alors certes, c'est pas une analyse ultra poussée, mais ça reste quand même de la littérature, ça reste de l'analyse, et c'est leur donner le premier élan, le premier pas, et à partir de ça, on peut construire. Et parfois, je trouve ça un petit peu indélicat, on va dire, de voir des gens dénigrer cela, alors que parfois même, ces gens qui dénigrent ça et qui sont devenus profs, ou qui font des études de lettres ou autres, étaient des gens qui ne lisaient même pas spécialement par eux-mêmes, et qui ont découvert le goût de la lecture grâce à des profs justement au lycée ou au collège, ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai toujours aimé lire, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, et j'ai toujours aimé lire des classiques. En tout cas, si je dois remercier quelqu'un, ce sont mes parents et ma grand-mère, on va dire peut-être ma tante et mon oncle aussi, hein, qui m'ont toujours, je sais pas, peut-être montré des livres depuis que j'étais tout petite, emmené à la médiathèque, emmené à la Fnac le mercredi ou le samedi, je ne sais plus, offert des livres, offert des mangas. J'ai toujours lu des classiques, j'ai toujours adoré lire. C'est pas un prof qui m'a éveillée. Alors que beaucoup de gens, c'est un prof qui les a éveillés, par contre après ils viennent critiquer ce premier goût à la lecture. Je trouve ça un peu bizarre, mais bref, passons. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples. Je pourrais vous parler d'Antigone, c'est un texte qui fonctionne toujours, je trouve, extrêmement bien. Phèdre de Racine, j'ai eu vraiment des moments de lecture avec certains élèves de seconde hyper émouvants. Les élèves qui comprennent l'ironie, les élèves qui comprennent le discours indirect libre, les élèves qui repèrent des figures de style, enfin vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes. Je trouve que d'ailleurs les programmes sont, pour le coup, je dirais assez bien construit. Je trouve que ça commence un tout petit peu... Enfin, je trouve qu'en seconde, bon, ça commence un peu peut-être à décliner. C'est sûr qu'en première et terminale, en tout cas en première, il y a un vrai problème par rapport au bac de français, mais ça encore c'est autre chose. Mais sinon, il me semble, et je vous demande vraiment votre avis sur tout ça, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis en tant que prof et élève, les programmes sont relativement bien faits, je trouve. Ça veut pas dire que je les aime, tous. Moi, j'aime pas le théâtre, ok? Ça me saoule de faire du théâtre. Maintenant, c'est pas parce que moi, je n'aime pas faire du théâtre que je vais penser que parce qu'il y a du théâtre chaque année, parce qu'on étudie telle comédie, parce qu'on est censé voir ce que c'est que la tragédie ou que sais-je, le programme est mal fait. Non, ça c'est personnel. Moi, j'aime pas le théâtre, mais... voilà. Et quand on regarde, si jamais vous ne connaissez pas du tout, je vous encourage à avoir la curiosité d'aller regarder les axes qui sont proposés qu'on doit faire pour les classes de 6e, 5e, 4e, 3e et même seconde. Franchement, c'est très intéressant et c'est loin d'être... Alors, attention parce qu'il y a des gens qui vont attraper ma veste sur ça, mais en fait, il y a vraiment matière à avoir des regards critiques sur la société, sur des éléments politiques, on va dire ça comme ça. On peut vraiment inclure beaucoup de littérature étrangère, de littérature francophone, de littérature écrite par des femmes. J'ai pu faire avec mes élèves Frankenstein de Mary Shelley, j'ai fait Maya Angelou, on a étudié de la littérature japonaise, on a étudié... Franchement, on a fait des extraits de Tolstoï, on a fait beaucoup de choses, vraiment. Alors il y a forcément, il y a des fois où ça marchait mieux que d'autres, ça fonctionnait mieux que d'autres, ça prenait mieux que sur certains textes ou avec certains élèves, c'est clair et net. Mais de s'imaginer qu'on ne peut pas avoir, deuxième point sur lequel j'aimerais clore un peu, de liberté pédagogique, ça pour le coup, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Il me semble que c'est vraiment pas le cas. Je trouve qu'on a une grande liberté pédagogique, à respecter des axes, mais c'est
ce sont des axes qui laissent une grande liberté. Et il me semble que c'est quand on n'a pas forcément... Alors, je pense qu'on peut ressentir un manque de liberté pédagogique quand on est dans un établissement où on attend une certaine uniformisation des cours qui sont donnés, des œuvres qui sont choisies, quand on a une pression de la part d'autres collègues ou de la direction, que sais-je, mais normalement la direction de manière n'a pas le droit de faire pression sur votre contenu pédagogique et n'a même pas le droit de regard, d'une certaine façon. Ou alors peut-être quand on n'est pas forcément à l'aise, qu'on sait pas forcément et c'est pas une critique du tout parce que ça s'apprend et personne n'est parfait, moi non plus, hein, mais quand on sait pas forcément monter des séquences et qu'on n'arrive pas à évaluer, je sais pas, ce que je veux dire c'est que, voilà, par exemple, j'ai pas voulu faire Molière, vous voyez, au théâtre, mais je sais qu'il faut que les élèves aient une idée quand même de qui est Molière, de quelles sont ses grandes pièces, de quelques répliques célèbres. Ce que je fais, c'est que je m'organise pour que ma séquence en œuvre intégrale, ce ne soit pas Molière, mais qu'on ait des extraits de Molière ou des captations de pièces de Molière. Et j'essaye, par exemple, si je vois, j'ai n'importe quoi, le quiproquo dans la pièce que moi j'ai choisie en œuvre intégrale, j'essaye de faire un parallèle avec un quiproquo célèbre dans une pièce de Molière. Un exemple parmi tant d'autres. Si sur l'autobiographie, moi j'ai choisi de faire Maya Angelou, qui n'est pas le classique attendu de peut-être, je sais pas, Camus ou Rousseau, je vais inclure cela dans des extraits, dans le corpus, ou je vais le donner en lecture complémentaire à la maison. Par exemple, il y a plein de façons de garder sa liberté pédagogique tout en intégrant les éléments canoniques un petit peu qu'on attend effectivement et qui, s'ils ne sont pas présents, peuvent parfois porter préjudice aux élèves. Encore que, franchement, pour voir comment ils sont évalués au brevet, au bac, je trouve que c'est pas vraiment le cas. Et on a une liberté pédagogique aussi parce que on est seul en classe quand même. On a la liberté de créer nos séquences, nos séances, de choisir quel texte on va étudier, en œuvre intégrale ou pas, en extrait, quelle est la proportion d'études de la langue et d'études littéraires qu'on va faire, comment on articule même ces deux pans de l'exercice, du métier. Et voilà. Il y a beaucoup de choses à critiquer sur l'enseignement, notamment sur l'enseignement du français. Il y a beaucoup de reproches qui peuvent être faits, et qui doivent être faits même, à l'éducation nationale. Bien évidemment, j'ai parlé, je ne sais pas combien de fois, du fait que les gens qui passent la grègue, mais qui savent pas qu'ils vont sans doute devenir prof, et qu'en fait, de toute manière, c'est un concours pour devenir prof à la base. Bon. Et le fait qu'il n'y ait pas de formation pédagogique, etc. Maintenant, la réforme qui fait qu'on passe à la licence et pas au master pour pouvoir enseigner. Bon, tout ça est à critiquer. Mais je trouve ça dommage d'avoir une forme de discours ultra négatif qui, pour moi, n'est vraiment pas en accord avec la réalité sur la question de est-ce qu'on peut faire de la littérature, même à un niveau collège-lycée. Est-ce que les élèves, même s'ils ne lisent pas beaucoup à la maison, vont être totalement fermés et vont être incapables de comprendre, de réceptionner, d'être émus par une œuvre littéraire. Et cette question de la liberté pédagogique, pour moi, ce sont vraiment des constats et des postures qui sont incorrectes et qui en plus véhiculent une mauvaise image, une image qui peut décourager certaines personnes alors qu'on a besoin, je crois, justement de profs qui aiment la littérature. Voilà, un autre point, je me souviens de cette phrase dans le vlog que j'ai regardé en question, c'est que pour être finalement un bon prof de lettres, il ne faut pas forcément être calé en lettres, il faut être bon pédagogue, que c'est beaucoup plus important d'être bon pédagogue. Alors oui et non, en fait, moi je trouve que ça, encore une fois, c'est incorrect. Il faut être bon dans les deux cas, enfin dans les deux éléments. Effectivement, il faut avoir une connaissance en pédagogie, savoir former ses séances, ses séquences, le relationnel avec l'élève, la gestion de classe, la notation, s'adapter aux profils variés qu'il y a dans la classe, et tout ça. Mais il faut aussi être calé, en fait. C'est pas la garderie. On doit transmettre des connaissances et des savoir-faire. C'est dommage aussi, je trouve, de tenir ce genre de propos. Voilà, donc je voulais un petit peu parler de ça parce que vraiment, j'y ai repensé, puis ça m'a pas plu, enfin c'est pas grave, hein, mais voilà, ça m'a un peu déplu d'entendre ça, je voulais porter un autre discours, et surtout je me suis dit, mais attends, j'ai vraiment envie aussi de savoir ce que toutes les personnes qui pourraient regarder cette vidéo vont en penser, en gardant bien à l'esprit, voilà, qu'on peut avoir un avis nuancé. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, et je rappelle juste que notre expérience personnelle ne vient pas se substituer à l'analyse qui est faite sociologiquement, avec les études, avec les évaluations de niveau national, avec les témoignages de profs qui ont des expériences radicalement différentes de la nôtre, etc. etc. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que en tout cas moi, je trouve que c'est passionnant. Encore heureux vu que c'est un peu mon métier. D'ailleurs, si vous êtes dans d'autres disciplines, n'hésitez pas. Je pense qu'en philo, en histoire géo, on peut quand même
réfléchir de manière similaire. Pour les matières scientifiques, j'ai quand même un gros doute. Mais voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.